Et bonsoir à tous, bienvenue, une soirée foot incroyable qu'on vient de vivre, encore un exploit réalisé par les Croates qui sortent donc le Brésil, un des grandissimes favoris de cette Coupe du Monde. On est tous comme des fous, je pense que vous aussi, et on est avec un très beau casting justement pour revenir sur cette rencontre dans ce hors-jeu spécial Coupe du Monde, avec pour commencer Bruce Grabec. Comment ça va, Bruce? Salut les amis, bah écoute, ça va tranquillement. Ok, d'accord, c'est tout? Même pas plus d'enthousiasme, rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oh là là, voilà. La climatisation, quoi. Moi, vous me connaissez, je préférais que les Croates se qualifient. Le Brésil, je les sentais pas de ouf dans ce mondial, je trouvais qu'on en faisait un peu trop. Donc voilà, sur le foot, tu te trompes, t'as raison sur d'autres trucs, hein, c'est le jeu. Mais en tout cas, on va dire que énorme surprise, peut-être pas une bonne surprise, oui, c'est sûr, énorme surprise, je sais pas, parce qu'on sait que la Croatie, quand même, c'est chiant à jouer, il faut toujours s'en méfier. Mais en tout cas, un Brésil décevant, moi, je m'attendais un peu à ça, et surtout très faible mentalement, qui a du mal à gérer ses émotions depuis quelques années, et c'est pour moi, pour cette raison, qu'ils sont éliminés. Pour moi, si tu veux aller au bout d'une grande compétition, il te faut avant tout beaucoup de mental. C'était juste l'intro, Bruce, hein, calme-toi. Bah, tu m'as dit, j'ai pas dit, donc... Non, moi, je sais pas, je m'attendais à une petite explosion, un petit truc, voilà, c'est le début, quoi, tu vois, tranquille, on se lance. Pas grave, t'inquiète, il y a Kanto qui est là aussi, comment ça va, Kanto? Ça va, un mot d'ordre, Dominik Livakovic. Voilà, le petit prince de cette Coupe du Monde en concurrence avec Bounou. Et on verra demain le gardien de but marocain. Mais oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai rêvé, Vlasic qui arrive, premier tireur, gros qui ont pas mis. Derrière Madjer des couilles grosses comme celles des bisons. Il arrive, on a déjà tiré plein centre. Et ben lui non. Après, c'est une intro, j'ai pas dit non plus. On remet le ballon plein centre. Après Casemiro, il veut mettre un petit peu la pression à Modric en lui donnant le ballon. Non, frappe écrasée, rat de terrain par rapport au gardien. Et derrière on se dit bon, Mislav Orsic, l'homme de Zagreb. Ouah, puni l'homme de Zagreb. Voilà, terminé. On sait pour qui il était. J'ai l'impression que tout le monde était pour la Croatie quand je vois le chat. Ouais. Quasiment tout le monde était pour les Croates. Totalement, on était bien renseigné, toi. Il y a Zach Nani aussi qui est là. Comment ça va, Zach? Gars, qu'est-ce que je suis heureux! Qu'est-ce que je suis heureux. Alors, je vais quand même pas oublier que la France joue demain, donc je vais éviter d'être trop heureux parce que ça peut nous arriver aussi de se faire détruire demain. Moi, je suis pas totalement confiant, mais on va peut-être en parler. Mais en dehors de ça, oui, je suis content pour une simple bonne raison. C'est que je pense que la France a les moyens de gagner. À partir du moment là, dès qu'il y a un éventuel favori qui sort, c'est un favori qu'on n'aura pas besoin de jouer. Et mec, si la Croatie a gagné, j'ai bien plus peur de ce Brésil que j'en ai de cette Croatie. Mais on va en discuter. Et surtout, c'était un match de fou. Donc, ouais, bien content. J'y croyais pas, pour être tout à fait honnête, je vais pas faire le mec. Moi, je pensais que le Brésil passerait, mais vas-y, on va en rediscuter. Oui. Il y avait des chances qu'il passe, ça c'est sûr. C'était un vrai quart de Coupe du Monde. On s'est régalé. Messieurs, on est accompagné, comme vous le savez, par notre partenaire Winamax qui nous accompagne sur cette Coupe du Monde, donc sur cette hors-jeu, sur cette émission spéciale Coupe du Monde. On vous rappelle que sur le site winamax.fr, vous avez un bonus de bienvenue, 100 €, votre premier pari qui est doublé en pari gratuit tout simplement. Et on vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que si jamais vous décidez de parier, il faut le faire de manière raisonnée et raisonnable, bien entendu. On fait ça juste pour s'amuser et rajouter un petit peu de piment dans nos rencontres. Allez, messieurs, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Revenons sur ce match, revenons sur ce Brésil-Croatie. Vraiment, on a été, voilà, on a été servi parce que on se disait, plus le match avançait, que ça allait finalement peut-être être compliqué pour la Croatie parce que ils ont quand même dominé peut-être une bonne partie du match et finalement le Brésil a mis ce but dans les prolongues avec un exploit, on peut le dire, hein, de Neymar, vraiment, qui a pris ses responsabilités à ce moment-là et finalement égalisation, finalement penalty. Zach, on commence par toi, comme ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu dans hors-jeu. Dis-nous ce match du début à la fin, qu'est-ce que t'en as pensé, quelles ont été tes émotions pendant cette rencontre?
Alors moi, mes émotions, elles ont été fluctuantes. Puis à la fin, une explosion de saveur par l'égalisation de Petkovic et ensuite le penalty. Par contre, en dehors de ça, je suis très d'accord avec ce que Bruce a dit direct. Des Brésiliens que j'ai trouvé très émotifs et très tendus au fur et à mesure du match. Anthony, notamment, tu l'as noté, mais un petit peu tous, j'avais trouvé. En dehors de ça, j'ai vu un match où globalement on a vu une Croatie. En fait, c'est un peu un match comme je m'y attendais. En fait, c'est une Croatie qui a été beaucoup dans le contrôle avec un très très bon milieu, d'accord, vraiment excellent. Une bonne défense, mais surtout un gardien de fou. Et je trouve que la plupart de nos discours vont être influencés par le fait que Livakovic ait fait un nombre d'arrêts exceptionnel. Faudrait compter, mais je crois qu'à un moment il y avait 6 ou 7 tirs cadrés. Il prend que un but, il en sort énormément. Et ça va vraiment conditionner nos discours parce que en réalité, moi, c'est une Croatie que j'ai trouvé qui avait du mal dans le dernier tiers, peu de qualité dans le dernier tiers, beaucoup de mal à développer un truc sur ses contres. Par contre, le milieu de Daron là, qui a réussi à maintenir et à tenir le pressing brésilien, ça les a énervés, ça a frustré les Brésiliens. Tiens, je vais sur Modric, merde, il a pas Saki. Ah Kovacic, putain merde, allez, je vais sur lui. Brozovic, oh merde, le ballon est reparti de l'autre côté. Et donc du coup, nécessairement, ça te fout le seum. Mais au-delà de ça, je condamne pas le Brésil à 100% dans la mesure où le Brésil a quand même eu beaucoup d'occasions et a su sur plein de coups exploiter des largesses de l'équipe croate, notamment l'espace des fois entre le latéral et le central. Il y a eu beaucoup de courses dans ce sens-là qui ont donné des occasions, notamment de Neymar, qui malheureusement après a été arrêté par Livakovic, tu vois. Mais en gros, pour moi, ça n'a pas été une Croatie impériale défensivement, bonne. Mais je veux surtout noter son milieu et son gardien et une attaque qui a eu beaucoup de mal, mais comme on dit, suffit d'une, et ça suffit à Petkovic. Et un Brésil, par contre, j'ai trouvé très résigné à partir d'un certain moment. Dès la 70e, Neymar, il s'était éteint. Après, il a allumé la flamme avec son but magnifique où tout part de lui avec une super remise de Paqueta. Mais ouais, j'ai trouvé les Brésiliens sans idée à partir du moment où les Croates ont quand même bien fermé l'axe. Voilà. Ouais. Non mais en tout cas tu parlais de Livakovic, mais il me semble que ils ont sorti une stat pendant le match. Il avait fait autant d'arrêts que sur tout le reste des matchs de la Croatie dans cette Coupe du Monde, dans ce match-là seulement. Donc ça prouve à quel point il a été clutch et important. Bruce, il y a une chose qu'on a bien remarqué dans ce match, et peut-être que Zach l'a un peu souligné, et c'est vrai que on a la sensation que les Croates arrivaient à super bien ressortir les ballons, qu'il y avait des joueurs très en jambes. On pense notamment à Juranovic sur le côté droit. On pense à Pasalic aussi qui fait un très très bon match. Modric, on n'en parle même pas. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être quelque chose au niveau athlétique devant. On sentait qu'ils n'arrivaient pas à pousser plus loin que ça leurs offensives. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça toi aussi ? C'est même pas au niveau athlétique, ce que ça, ils le sont, c'est dans la créativité devant, comme l'a dit Zach. C'est vraiment au niveau des attaquants où ça peut pêcher, où tu as un peu ce manque de créativité. Parce que, putain, pour moi, ils ont le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde et de loin. Enfin, les trois, c'est n'importe quoi, ça sait tout faire. Ça peut te broyer n'importe quelle équipe et prendre le contrôle du jeu contre n'importe quelle équipe. C'est un truc de malade mental, leur milieu de terrain. Ça leur a fait tellement du bien. Défensivement, on a compris qu'il y avait des tauliers. Vardiol, il est extraordinaire. T'as Lovren quand même, qui est un joueur qui a de l'expérience, un gardien très bon. Et après, c'est devant, ils font les efforts, ils courent, tu vois, ça compense, ça court énormément à l'image de Perisic et tout. Donc, tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai qu'il manque la petite étincelle, la petite créativité. Ouais. C'est sûr que si tu rajoutais Vini et Neymar dans cette équipe, il deviendrait très vite injouable. Tu vois ce que je veux dire? Il leur manque ce truc-là. Moi, je pense sincèrement, désolé, je te coupe vite fait, mais avec si la Croatie avait Mandzukic, et peut-être Orsic, peut-être un poil plus tôt, mais je te jure, c'est facile à dire parce que c'est du si, mais je la verrais éventuellement gagner dans le temps réglementaire, tu vois. Tu sens que sur la plupart de leurs attaques, ça leur a manqué, tu vois, d'avoir de la qualité dans le dernier tiers. En tout cas, le niveau de l'attaque était peut-être pas au même niveau que le milieu de terrain. Ça, mais ça, c'est pas une surprise, on le sait depuis quelques temps. De toute façon, tu peux pas être au même niveau que le milieu de terrain, parce que tu peux difficilement être au-dessus, donc à partir de là, mais ils ont quand même une solidité. Et là, comment ils gagnent, je mets l'accent là-dessus, je suis désolé, c'est le mental. Et tu le vois sur les pénaux, il y a des équipes qui ont foiré complètement leurs pénaux, qui ont coulé, on l'a vu, l'Espagne contre le Maroc, on avait vu aussi le Japon, la Croatie, c'est pas pour rien, ils ont fait 1 milliard de prolongations de suite. Et en 2018, c'était que des prolongues. Mais ils s'en sortent tout le temps, c'est un truc de malade mental. C'est que les mecs, mentalement, c'est des tauliers. Le Brésil, pour moi, il y a Neymar qui a assuré, parce qu'à un moment, il prend les choses en main et son but, il est quand même vraiment magnifique, tu vois. Là, il t'emmène, normalement, il qualifie son équipe. Mais derrière, je suis désolé, il y a trop de joueurs qu'on connaît, et c'est pour ça que j'avais une grosse réserve là-dessus, qui sont souvent rattrapés par les émotions, et c'est pour ça que j'attendais de voir cette équipe un peu en difficulté, voir ce que ça pouvait donner. Première fois limite qu'ils sont en difficulté, je parle avec leur équipe titulaire, et ça saute, tu vois.
Parce que pour moi, ils ont une équipe où mentalement, ça peut sombrer. On l'a vu dès qu'ils ont pris le but. Tu le vois sur leur visage, tu le vois même après, avant les pénaux. Tu le sens pas. Tu te dis, ça va être pour les Croates encore. Ça se sentait, ça se sentait. Et il y a des trucs qui ne trahissent pas. Et pour moi, ce Brésil, c'est même pas une histoire de qualité. C'est mentalement où pour moi, ils sont pas au niveau pour aller au bout d'une compétition comme ça. Et c'est là-dessus que les Croates. Lié notamment, et après, je sais que Kanto doit aussi pareil, je suis désolé, mais lié aussi mentalement à la culture foot au Brésil qui a le même syndrome qu'en Argentine. C'est la pression absolument démentielle que les mecs ont sur les épaules avec un pays de 220 millions de personnes. Genre là, les gars, ils sont dans un état, ils sont au fond du trou. Tu vois, genre vraiment, ça doit compter de fou. La culture football et son importance et la pression qu'elle apporte, ça doit en écraser une partie. Voilà. Et encore une fois, excuse-moi Brax, je vais mettre l'accent là-dessus, et c'est pour ça que je faisais souvent le parallèle avec notamment la finale de la Copa contre l'Argentine. Le Brésil était au-dessus de l'Argentine, ils avaient une meilleure équipe, mais l'Argentine les avait fait déjouer complètement, ils avaient fait péter les plombs. Tu sais, la Perisic, il essaye d'énerver un peu Anthony, il y a toujours des petits trucs comme ça, c'est une équipe, je trouve que tu peux sortir les joueurs assez facilement, tu vois, ils peuvent perdre le fil. Et si tu arrives à faire ça contre le Brésil, tu as fait une grosse partie du chemin. Voilà, c'est pour ça que moi j'avais un gros doute sur eux. Peut-être oui qu'on a de grands enfants qui sont très talentueux mais qui n'arrivent pas à gérer peut-être leurs émotions. Et tu parlais de pression tout à l'heure, on parle de la pression qu'il y a dans le pays, mais parfois on a même le sentiment que c'est eux-mêmes qui se la mettent, la pression, les Brésiliens. Kanto, tu as démarré en 5e cette émission, j'ai l'impression que tu as envie de nous raconter des choses sur ce match. Il y a des choses qui t'ont plu, ça se sent, raconte-nous un petit peu. Ouais, non, mais en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est vrai que si on parle du Brésil, avant le match face à la Corée du Sud, j'avais dit pour ceux qui suivent hors-jeu tous les jours, j'avais mis en avant mes doutes, mes incertitudes par rapport à l'équipe du Brésil. J'avais dit que pour moi, le Brésil n'était pas impressionnant depuis le début de la compétition et que ça m'étonnerait pas de les voir chuter assez tôt finalement dans cette compétition. Là où, du coup, forcément, c'est le jeu quand tu donnes ton avis. Je me suis fait pas mal charrier en DM sur Twitter, vu que le Brésil menait 2-0 contre la Corée au bout de 13 minutes. On m'a dit ouais, Kanto, pas mal ton avis sur le Brésil. Hein. Tu dis que le Brésil ils sont limités, et puis derrière. C'est les premiers à nous rappeler quand on a tort, vas-y fonce. Exactement. Donc ouais, ça m'a dit ouais, pas mal Kanto, tes avis sympas, je regarderai en jeu encore de nouveau. Et puis au final, on se rend compte que le Brésil n'a pas été capable aujourd'hui de passer une équipe croate pourtant en difficulté depuis le début de la compétition. Donc déjà il y a ça. Ensuite, deuxième chose à dire, c'est que la Croatie, j'en avais parlé. Et c'est là où en fait je vais un petit peu contrebalancer ce que j'ai dit, c'est que je pensais vraiment que ce Brésil-là allait prendre la mesure de la Croatie, même de manière rapide. Je savais qu'il y avait un gros duel au niveau du milieu de terrain avec principalement ce trio croate qui est ultra important, Kovacic, Brozovic et Modric, sans oublier l'XP d'Ivan Perisic. Mais je pensais quand même que cette équipe brésilienne arriverait à prendre les devants face à la Croatie, dans la mesure où cette équipe croate face au Japon, elle m'avait montré quelques limites, notamment en termes d'intensité, et lorsque le pressing japonais avait été fait très très haut sur le terrain, avec cette équipe croate qui avait reculé et qui avait subi un petit peu les assauts et la pression japonaise. Et je pensais que justement avec une équipe offensive alignée par le sélectionneur brésilien, comme il l'a fait face à la Corée du Sud, qui avait mis directement beaucoup de pression, avait eu beaucoup d'emprise sur le bloc coréen, je me suis dit que peut-être qu'il allait faire un petit peu un bis repetita et essayer de se servir de ce qu'avait fait le Japon pour faire la même chose face à la Croatie. La finalité, c'est que on a dit que le facteur clé de ce match-là, ça allait être à quel moment le Brésil allait ouvrir le score, chose qu'ils n'ont finalement jamais fait. Et petit à petit, le doute s'est installé. Première période, la Croatie joue la majorité de ses possessions de balles dans la surface, dans la moitié de terrain adverse, à savoir brésilienne. Puis derrière, c'est vrai que on sent qu'ils sont peut-être un petit peu rattrapés, d'une part par la pression, d'une autre part par le fait que les Brésiliens se montrent un petit peu plus offensifs et reviennent avec d'autres principes de jeu et ont envie de marquer. C'est pour ça qu'on a une Croatie qui a tendance un petit peu plus à reculer en seconde période. Mais là où en fait je suis content de constater une fois de plus quelque chose, et en général on parle de ZAL quand on parle de ça, mais on a beaucoup d'équipes et on en a parlé notamment pour le PSG, on en a parlé pour l'Olympique de Marseille, on en parle beaucoup. Il y a des choses dans le football qui ne s'apprennent pas, il y a des choses qui malheureusement d'année en année se répètent. On a tendance à dire que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, et pourtant dans le football c'est quand même assez régulièrement le cas. Cette équipe croate qui était passée au tir au but en 8ème lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, était passée au tir au but en quart lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, et puis encore une fois face à l'Angleterre en prolongation. Et ben là on se dit bon, cette équipe croate finalement en phase de poule peut-être un petit peu moins
séduisante dans le jeu. Peut-être que face au Japon ils s'en sortent bien parce que finalement on a dit ils ont égalisé avec une passe de Lovren et une tête de Perisic, mais une action qui n'est pas du tout construite, c'est un but qui vient de nulle part. Sinon à mon avis les Japonais auraient pris la mesure de la Croatie et seraient probablement qualifiés. Ben non, finalement cette passe elle intervient quand même si ça vient pas d'une action à 10 à 15 passes, elle intervient et la Croatie arrive à aller chercher la victoire dans les tirs au but. Et puis ce soir, ben, encore une fois une Croatie qui prend un but dans les prolongations, on les voit mal égaliser, on se dit bon ben comment ils vont faire pour égaliser, et puis là ben, un petit peu trop d'espace laissé par les Brésiliens sur ce côté gauche, Mislav Orsic pour Petkovic et c'est l'égalisation, et puis derrière ben, comme je l'ai dit, beaucoup de cœur, beaucoup de couilles, voilà on va appeler un chat du côté de cette équipe croate, et encore une fois ben, l'histoire se répète, les Croates sans forcément être les plus séduisants avec leurs armes, et quand je dis plus séduisant, je sais pas du tout en train de les dénigrer parce que je dis qu'ils jouent avec leurs armes, avec ce milieu de terrain, puis la défense qui est stratosphérique. Juranovic que je trouve très moyen parfois mais est excellent. Il a fait un match incroyable aujourd'hui. Voilà. Incroyable. Exactement. Guardiol c'est un patron, Lovren c'est un patron, même Sosa fait un vrai bon match, Livakovic fait un nombre d'arrêts incalculable. Enfin bref, l'histoire se répète encore une fois pour la Croatie et comme l'a souligné je crois Guillou, cette équipe de Croatie est performante en handball, elle est performante en foot, elle est performante en ski alpin. C'est une vraie nation de sport. Elle est performante dans un nombre incalculable de sports. Au tennis aussi, hein, si on prend des Borna Koric, des Marin Cilic, ça a fait des finales de Coupe Davis historiques contre l'Argentine de Del Potro, on s'en rappelle tous pour ceux qui suivent un peu le tennis. Mais voilà, bravo à la formation sportive croate parce que c'est dingue. Je suis impressionné d'année en année et de sport en sport avec eux. Et ils ont même parlé aussi de leur prestations en Coupe du Monde. Hein. En Coupe du Monde, les Croates, depuis qu'ils sont apparus plus ou moins dans le foot, ils sont toujours là dans les grosses compétitions. C'est une équipe que tu croises. La finale et dernier carré encore d'affilée. Vice-champion du monde. En 98, c'est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils sont toujours là, les Croates. Voilà, c'est vraiment un grand coup de chapeau. Messieurs, comme aujourd'hui le temps nous est vraiment compté, il faut quand même qu'on parle de cette séance de tir au but aussi. C'est important parce que quelque part, on parle beaucoup de détails dans le foot. Et bah là, cette fois-ci, ça s'est joué là. Neymar qui ne tire pas. Alors, a priori, c'est le coach qui choisit en concertation avec ses joueurs, voilà, qui se sent d'y aller, qui se sent pas. Après, normalement, le joueur, Neymar tirer, il a son mot à dire. Hein. Oui, justement, c'est ça que je dis en concertation avec les joueurs. Bruce, ne pas voir Neymar tirer quand tu sais qu'en théorie, ça t'accorde au minimum un tir au but de quasiment sûr, vu que c'est peut-être le meilleur tireur du monde. Est-ce que toi, tu le comprends, ça ? Non, mais tu peux pas comprendre, puisque là, on l'a bien vu, t'es pas sûr que ton cinquième tireur, il va aller tirer son pédo. Donc, à partir de là, au maximum, il doit être troisième, ton meilleur tireur. Au grand maximum, il doit on en avait débattu sur hors-jeu en plateau. Je crois que c'était la saison dernière. On en avait débattu déjà. Oui. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un mec sûr qui ouvre le bal pour mettre ton équipe en confiance. Pour moi, si tes deux meilleurs tireurs, ils doivent être en 1 et en 3. Parce qu'il y en a un qui ouvre le bal qui peut te mettre en confiance, parce qu'on sait que pour la dynamique, mettre la pression sur l'adversaire, c'est important de mettre le premier, etc. Et même pour mettre en confiance ton équipe. Et troisième, t'es sûr de tirer et c'est un pénalty important, tu vois. Alors, souvent, tu offres une balle de match à ton gardien ou à ton prochain tireur. C'était pour Salah à la CAN, en plus, on en avait parlé, si vous en rappelez. C'était pour Salah à la CAN. Ouais. Bah oui, c'est là qu'il n'y avait pas de tiré. Neymar. Parce que, ok, c'est l'entraîneur, machin, mais le joueur, il a son mot à dire. Si le joueur, il dit non, mais on sait jamais, le cinquième péno, t'es pas sûr, machin. Il sait s'il pousse le truc, normalement, il peut choisir quand il tire, tu vois. Pour moi, c'est pour ça que la faute est partagée. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a, ils vont dire c'est l'entraîneur qui choisit. Oui, c'est l'entraîneur qui choisit, mais crois-moi que t'es Neymar, tu vas dire à l'entraîneur, je veux tirer en troisième ou aller en quatrième et pas en dernier ou je sais pas quoi. Crois-moi qu'il va avoir le dernier mot, c'est tout. Donc, un peu dur à comprendre, vraiment. Oui, je pense qu'on va tous avoir du mal à comprendre ça. C'est vrai que c'est carrément, pour moi, c'est une faute professionnelle. Hein. Très clairement, que Neymar ne tire pas, c'est une faute professionnelle. Zach, on t'a vu tweeter juste avant l'émission sur cette question, notamment. Tu disais, je sais que ça débat tout le temps sur ça, il y a des arguments valables des deux côtés, mais franchement, le meilleur tireur en dernier, j'y arriverai jamais. Marquinhos qui tire avant Neymar, même s'il est diminué, regret éternel pour le Brésil. On imagine que tu es sur la même ligne que Bruce. Bah oui, en gros, je comprends l'argument parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre que on met le dernier parce que c'est potentiellement le penalty qui te fait gagner. Oui, voilà. Oui. Mais le problème, c'est que ces dernières années, combien de fois on a eu l'exemple même de pourquoi c'est une idée de merde. Je vais utiliser les mots. C'est une idée pourrie. Du monde, avec les fois qu'on a eu.
il y a trop de fois le meilleur tireur qui ne prend même pas le ballon, tu vois. Alors il peut y avoir le regret inverse, des meilleurs tireurs qui tirent au début et un moins bon qui rate en cinquième. Mais c'est tellement plus rare que l'inverse que, en fait, ça te rend le truc moins frustrant. Pour moi, les meilleurs tireurs doivent être dans les premiers. Après, je vais pas débattre de premier, troisième, deuxième, j'en sais rien. Mais c'était troisième, par exemple, je crois. Troisième. Ouais, c'est parfait, moi, je trouve ça, c'est parfait. Mais pour moi, il doit tirer parmi les premiers pour montrer la voie, pour réussir à te faire progresser au fur et à mesure de cette séance et pour un petit peu, tu vois, ne pas avoir le regret de se dire mais wesh, il a même pas tiré. Avant Neymar, il y a un gamin de 21 ans qui est supposé les tirer bien. D'ailleurs, au passage, au Real, Rodrigo les tire bien, il me semble. Mais en tout cas, t'as un gamin de 21 ans avec la pression d'un pays et après derrière, t'as Marquinhos 4e qui en plus, il y a juste à voir sa réaction sur le but de Petkovic. Était peut-être pas dans les meilleures dispositions mentales, bien que c'est pas sa faute. Hein. Il a des vies, ça rentre. Bon, vas-y, c'est juste pas de chance. Mais je lui fais pas le reproche sur ça. Mais tu vois la réaction sur le but, il est abattu. Donc le gars est abattu 10 minutes avant et tu vas lui faire tirer le 4e penalty dans un contexte de pression irrespirable. C'est trop. Et là, Neymar, du coup... Marquinhos, on sait que c'est pas déjà à la base pas le meilleur tireur de péno et en plus mentalement, on sait qu'il y a une certaine... Franchement, il est friable. Quand Marquinhos, il a pris le ballon et tout, sincèrement, je pense le chat, nous ici, tous on s'est dit quasiment, il va le foirer. Enfin, je pense qu'on s'est dit ça partait mal. Comme une impression de c'est trop évident, tu vois. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Mais bon, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tantôt. Il y a un truc qui est marrant. Enfin, déjà, par rapport à Marquinhos, moi, déjà, il a tout mon respect. Parce que le mec, en ayant eu un coup dur, une égalisation tardive où il touche le ballon, dans sa tête c'est peut-être un CSC, le mec va voir son coach et se propose pour tirer un penalty en quart de finale de Coupe du Monde. Donc tu peux récolter les lauriers de tout un pays, mais tu peux aussi devenir un petit peu un paria. Et juste pour ça, déjà bravo. Mais la question que je me pose, c'est comment tu peux avoir Marquinhos qui tire un penalty, comment tu peux avoir Pedro qui est un joueur qui est encore au pays, au Brésil, quand on connaît tout l'effectif de cette équipe. Et lui, il l'a tiré très bien pour le coup, par contre. Ouais, en plus. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, il y a peut-être des joueurs à vocation offensive qui sont peut-être plus à l'aise avec le ballon, qui se doivent peut-être de prendre des responsabilités, de tirer le ballon, de tirer ce penalty. J'ai un petit peu du mal à comprendre comment Marquinhos, bien que ce soit sur la base du volontariat probablement, et que ce soit quelque chose qui soit défini peut-être même avant le match, mais j'ai un peu de mal à voir comment ça peut être Marquinhos qui se présente en 4e tireur dans cette équipe du Brésil. C'est pas du tout un reproche envers Marquis, mais peut-être qu'il y a des joueurs à vocation offensive qui aiment frapper des coups francs, qui aiment toucher le ballon, qui ont l'occasion de frapper 15 fois au but par match, qui eux auront peut-être plus de facilité pour frapper un penalty. Voilà, je pense notamment à des joueurs comme Anthony par exemple. Mais voilà, je sais pas, je me suis posé la question. Ouais, il y a eu peut-être un manque au niveau de l'optimisation, en tout cas de cette séance côté Brésil. Messieurs, on va avancer et on va conclure avec ça vos tops et vos flops de ce match-là. Comme ça permettra de continuer à en parler. Tiens, Kanto, c'est toi qui va commencer. Tu peux faire les deux, hein, côté Brésil, côté croate. Tu te fais plaisir. Ok. Au niveau des tops, le joueur qui m'a marqué, c'est peut-être Modric. Que j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain avec Guardiol qui a été incroyable, et Livakovic, c'est quand même dur de pas le mettre. Côté brésilien, Casemiro fait un bon match, notamment lorsque le Brésil prend le jeu à son compte en deuxième, où c'était vraiment la plaque tournante. Eder Militao qui a su complètement sortir de sa position de latéral droit et qui est venu souvent jouer bien dans l'axe. Il le faisait déjà pas mal en poule, hein, quand il a joué sur le deuxième match contre la Suisse. Il a pas mal fait ça. Aussi, des fois. C'est ça. Danilo le fait aussi. C'est les instructions de la part du coach, mais voilà, après dans le secteur offensif, c'est compliqué. Vinicius a été mis en difficulté, Rafinha a assez peu existé, Richarlison a essayé avec les pauvres ballons de merde qu'il a eu de faire quelque chose, mais finalement il a pas eu trop d'opportunités. Puis Neymar a fait du Neymar, mais c'était quand même bien cadenassé, donc c'est compliqué. Au niveau des flops, j'ai pas vraiment de flop à mettre en avant, si ce n'est peut-être le manque de créativité brésilienne dans la première période où ça a été beaucoup trop stérile. Et si ce n'est le replacement défensif sur le but croate. J'ai du mal à comprendre comment, je sais pas, le but c'est quoi, 115, 116, 117, un truc comme ça. C'est à peu près là, ouais. À peu près là, ça part sur la gauche. J'ai du mal à comprendre comment ce côté de Mislav Orsic peut être autant esselé quand tu mènes 1-0 en prolongation, qu'il reste 3 minutes de temps réglementaire.
j'ai un petit peu de mal à comprendre comment il peut y avoir un boulevard. Sincèrement, je sais pas comment ça peut exister. Mais voilà pour moi ce qui m'a marqué. Donc c'est pas une liste de top précise ou de flop précise, mais voilà, c'est les éléments qui m'ont un petit peu sauté aux yeux pour ma part. Très très bien. Bruce, c'est toi qui enchaîne tes top et flop dans ce match. Alors moi, je vais prendre des choses de manière générale. Les 3 du milieu de terrain, je vais les mettre en un top parce que pour moi, les 3 sont incroyables et ils font un chantier pas possible. Le gardien, bien évidemment, Livakovic. Et je vais dire aussi, j'ai envie de te dire la charnière quand même, parce que Vardiol est extraordinaire, mais Lovren, c'est vrai qu'on en parle moins, mais honnêtement, il fait un sacré boulot. C'est peut-être l'une des top 2, top 3 des meilleures paires de centraux, peut-être dans l'ensemble de cette Coupe du Monde pour le moment, je trouve, parce que c'est très solide et ça fait le boulot. Donc, je te dirais ça. Et après, en flop, j'ai envie de te dire Tite peut-être, parce que pour les pénaux, c'est incompréhensible. Pour moi, comme tu l'as dit, je ne sais pas si c'est une faute professionnelle, mais je ne comprends pas la gestion des pénaux. Et puis ce sentiment, alors après, oui, c'est culturel. Moi, comme j'ai dit, j'en veux pas qu'ils dansent machin de temps en temps et tout, mais parfois, je trouve que ça se perd un peu. Et flop aussi, il y en a un qui me rend ouf, c'est Anthony. Anthony, j'en étais sûr. Non, mais comme vous l'appelez, Toupie Beyblade, là, lui, c'est qu'il a faire du freestyle. Non, mais je déteste ce genre de joueur. Lui, c'est que du cinéma et tout. J'étais content quand Perisic, il lui mettait 2-3 bouchons. Ah, il allait chercher Perisic direct. Non, mais la vérité, ces joueurs-là, c'est insupportable. Et je me rappelle à Manchester, quand il avait fait ses 3 tours sur le monde, ça servait à rien. J'ai horreur de ces joueurs-là, je le dis. Je déteste ça. Pourtant, il peut avoir 2-3 qualités, tu vois, pour éliminer et tout, pas de souci. Mais putain, à chaque fois, il faut qu'il y ait un truc où ça chambre un peu, ou qu'il y ait du superflu. Et dès que ça part comme ça, moi, je déteste ça, je le dis. Donc, moi, il m'a énervé personnellement. Donc, ok, très bien. Non, mais c'est noté. Zach, on conclut avec toi, du coup, tes top et flop. Je t'ai vu un peu sourire. Je sais pas ce qui t'a fait rire, mais. En fait, je lis des tweets depuis tout à l'heure. Et il y a un tweet là qui est passé qui disait Neymar va revenir à Paname avec 10 kilos en trop, 60 litres de bière dans le bide. Ça, on en avait parlé avant, c'est possible. En fait, ça va être chaud. Hein. Bref, au-delà du tweet qui m'a fait rire, pour moi, le top évident, comme j'ai dit, milieu croate, hein, je vais pas me répéter sur ça. Livakovic. Individuellement, dans la défense croate, il y a eu de très bonnes perfs, même si collectivement, il y a eu à des moments certains trous. Parce que vraiment, j'insiste un peu dessus. Je jure que les 3/4 de nos discours seraient pas la même si une des 72 occasions brésiliennes était passée. et Livakovic, non, mais ça met encore plus en avant la perte de Livakovic, tu vois. Pour moi, là, collectivement, la défense croate n'a pas été non plus exceptionnelle, même si individuellement, il y a eu du lourd. Tu vois, je fais après, un peu je sais pas ce que t'en penses, Zach, mais je trouve que les tirs. Tu sais, il y en a pas eu, il y a eu des occasions, mais il y en a pas eu énormément qui étaient très simples, dans le sens où les défenseurs soit gênaient ou faisaient en sorte d'excentrer, tu vois, de compliquer la tâche aux attaquants. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour moi, ils avaient aussi, souvent c'était. Mais c'est aussi parce que ça partait des fois, comme je t'ai dit, de demi-espace, donc c'était difficile d'avoir des gros 1 contre 1. Et ça revient dans ce que je disais, du fait qu'ils ont quand même aussi bien verrouillé l'axe et que ça a beaucoup aidé. Donc voilà un petit peu mon avis, mais encore une fois, voilà, c'est pas une grande critique, c'est juste une observation. En flop, le milieu brésilien que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Les attitudes dont on a parlé, l'entrée d'Anthony qui, même si elle a pas été peut-être mauvaise balle au pied dans l'attitude et tout, j'ai pas trop aimé pour les mêmes raisons que toi, Bruce. Et franchement, au global, et pour moi, ce sera un flop à vie. Et je le dirai à chaque fois que ça arrivera. Donc RDV dans 3 mois pour une séance de penalty LDC. Les 5e tireurs qui sont les meilleurs tireurs. On continuera à faire la croisade contre vous. On veut plus entendre parler de ça. Même si de temps en temps ça peut passer, quand ça passe pas, on est toujours aussi content. Voilà. Et donc je suis pas content parce que je pense pas que ce soit Neymar qui est auto-choisi d'être 5e. Ou alors si c'est le cas, c'est bien con. Non, mais moi, je n'aime pas cette trend et je n'aimerais jamais cette trend, même si l'argument est compréhensible. Ça me plaît pas et ça me plaira jamais. Voilà. Et il me semble, alors franchement je l'aurais pas là, mais il me semble que c'était déjà arrivé aussi une fois avec Cristiano Ronaldo qui avait voulu être le 5e tireur. Je sais plus si c'était avec sa sélection ou avec le Real, mais c'est déjà arrivé à un moment aussi à CR7, c'était arrivé à Salah. Après CR7 il a marqué en finale contre l'Atlético en 2016, donc et tu vois, on se rappelle on se rappelle de Drogba aussi en 2012, tu vois. Donc nécessairement il y a quelques exemples du 5e tireur qui est le meilleur où c'est passé. C'est pas 100% d'échec, tu vois. Mais en fait, ça arrive tellement que tu vois, que ça foire, que c'est frustrant, tu vois, très souvent. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Surtout quand t'as peut-être le meilleur tireur du monde en penalty. Encore une fois, je le répète, moi, je donne très rapidement, ce sera que des tops, hein, pas besoin de donner de flop parce que vous les avez quand même pas mal donnés. Je veux quand même donner grosse mention à Juranovic parce que son match, je l'ai trouvé incroyable. Franchement, je connaissais pas très bien ce joueur, mais là, sur ce match-là,
Le mec, c'était aussi bien défensivement qu'offensivement qu'il a foutu le boxon. Je l'ai trouvé très très fort. Il a résisté. Il avait Vini et Ney sur lui. Hein, et, il avait Vini et Ney. Sorti, il a pas existé. Hein. Et parfois, tu le voyais même tracer Vini. Donc moi, j'ai été choqué par son match. Livakovic, c'est un match de fou aussi. Gvardiol, franchement, je crois qu'on se le disait en off, mais j'ai eu l'impression de voir un défenseur de 32 ans avec déjà une expérience de monstre. C'est 80 millions Gvardiol. Ouais, non mais il ira dans un gros club, c'est certain. Il va même partir à pas loin de 100, moi je pense. Hein. Et un dernier top, je suis désolé, je me l'accorde pour le milieu de terrain, ouais, parce que franchement le Modric, Brozovic, Kovacic, les sorties de balles, franchement c'était presque de l'art. Parce que là quand même le Brésil. Ouais, merci Zach. Moi je suis content Kovacic, pour ce mec-là. Et j'allais le dire parce qu'à mon sens, moi c'est un joueur que j'adore, mais je trouve qu'il est sous-coté, il a peut-être été sous-exploité, sous-utilisé pendant un moment, ce que tu veux. Bah, on s'en rappelle au Real pendant les Classicos en 2018, il était déjà monstrueux. Hein. Le Real a vraiment en club, je parle de sa carrière des fois en club et tout, je parle même pas avec la nation, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec-là. Parce qu'il a pas de dégaine. Ouais, quand il joue, on dirait un grand-père, mais il est trop fort. C'est ça le problème, c'est qu'il est pas beau esthétiquement à voir. T'as l'impression qu'il est toujours border, mais il est très très fort. Puis c'est un abattage, quoi. C'est un mec qui taffe en permanence. Ouais, non, c'est un putain de joueur. Messieurs, allez, on avance. Il nous reste 20 minutes d'émission. Il faut absolument qu'on parle de l'Argentine. C'est parti. L'Argentine, donc, qui va affronter les Pays-Bas ce soir. Comment on se sent avant ce match extrêmement important? On vient de le voir, élimination du Brésil. L'Argentine fait aussi partie des favoris. C'est un fait. Est-ce qu'on a de plus en plus peur pour cette équipe argentine, Zach? Est-ce qu'on se dit avec ce qu'on vient de voir que finalement cette Coupe du Monde n'est pas si simple? Je vous vois rigoler. Pourquoi vous rigolez là? C'est à cause de vous? C'est le chat qui commence tout à dire bruit en sueur. Normal que tu sois en sueur. Ah oui les gars, j'ai la Sion-Pré, mais laissez-moi. Bien sûr, t'as la Sion-Pré. Ça va être dur. Je tombe encore sur des tweets trop drôles. C'est pour ça que la Coupe du Monde en hiver, c'est trop drôle. Casemiro, il a le cœur brisé, puis il doit revenir pour jouer contre Burnley. En plus, c'est vrai qu'avec Manchester, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Bon, après Burnley, ils sont en D2, mais voilà, t'as capté, ça me fait rire. Bref, pour moi, l'Argentine, c'était vraiment une équipe, et j'étais pas d'accord avec certains, mais qui montaient en puissance. Sérieusement, j'ai vu certains être très critiques d'eux contre l'Australie. Je suis pas spécialement d'accord, je les trouve plutôt pas mal, même assez bons, avec un Messi de gala pour l'instant, et qui contrôle de mieux en mieux son jeu, qui s'est amélioré au fur et à mesure des matchs, dans la mesure où ils ont commencé à trouver les solutions, avec Julián Alvarez, Enzo Fernandez, des entrants des fois intéressants et tout. Même Rodrigo De Paul fait pas un match nul contre l'Australie, alors que sa phase de poule a eu une très speak. Voilà, donc c'est important de le dire. Mais en dehors de ça, en fait, l'Argentine, en réalité, sortie d'un Alvarez, dont c'est peut-être pas non plus la plus grande force, je trouve qu'un des défauts qu'elle a, c'est qu'elle a pas le plus gros nombre de joueurs déséquilibrants ou qui font le plus gros volume d'appels en attaque, tu vois. Donc du coup, c'est une équipe qui va procéder des fois par contrôle et par petits jeux ou frappe de loin ou ci ou ça. Et ça peut poser problème face à une défense des Pays-Bas qui ferme très bien l'axe également et qui laisse peu d'espace. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un point d'inquiétude. Après, pour moi, les Pays-Bas, ils aiment bien aussi le contrôle, mais des fois ils contrent très bien. Bon, on les a vus de toute façon en 8e. Leurs buts viennent de séquences de contre qui ont été très bien jouées. Mais je note quand même un petit truc. Je veux pas dire qu'ils vont pas gagner. C'est quoi ce montage honteux? Arrête, Bono. Incroyable. Qu'ils vont pas dire qu'ils vont pas gagner, mais je trouve quand même que les Pays-Bas manquent aussi peut-être de qualité dans le dernier tiers et que ça peut servir à l'Argentine. Mais après, l'Argentine, c'est vrai que même si Otamendi fait une bonne phase de poule, il y a des trucs à exploiter, tu vois. Donc, ça va être un match intéressant. Je vois l'Argentine gagner, mais les Pays-Bas et leur défense, je pense que l'Argentine va se casser les dents dessus à un moment. Voilà. Zach, tu parles des buts un petit peu marqués par les Pays-Bas, mais si on reprend celui marqué contre les États-Unis, le premier but, c'est quand même un but très construit, c'est quand même un but où avec des largesses défensives. Grosse construction. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, ils ont quand même montré qu'ils avaient aussi. On est totalement d'accord sur ça. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont eu des phases collectives très intéressantes, aussi exacerbées par des États-Unis qui ont laissé des boulevards. Dumfries, il a vécu une première mondiale, les amis, jamais vu au XXe siècle. Il a vécu un match sans vis-à-vis, tout seul. Il y avait grève de latéral gauche aux États-Unis, il n'y avait plus de place. Il était seul au côté droit tout le long, donc je pense pas que ce sera le cas, même s'il sera face à Acuna, qui est très offensif, mais je pense que ce sera moins le cas. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que les Pays-Bas ont quand même quelques phases, mais c'est pas l'équipe qui dans le jeu
m'a le plus impressionné, même si ses buts étaient plutôt bien construits. Donc en fait, par contre, moi je pense que ça peut être, voilà, je le dis, et après je vous laisse la parole, il n'y a pas de souci. Ça m'étonnerait pas que ce match soit une sacrée purge. Voilà. Juste les gars, pour vous dire que ce sera. Il y a 4-2 à la fin, vous viendrez m'envoyer un tweet et j'accepterai, d'accord? Mais je sais pas, quand je vois la configuration, la purge ne m'étonnerait pas. Voilà, c'est bon, maintenant je vous laisse. Juste les gars, pour dire que je le sentais venir, parce que j'avais bien aimé les changements tactiques en deuxième mi-temps contre l'Australie, quand c'était passé à 3 derrière, ça avait été mieux, et bah ce soir il commence à 3 derrière. Du coup, avec Lautaro, Otamendi, Romero. Et bah voilà, bah vous avez la compo sous les yeux, du coup, celle un peu qu'on a vu en deuxième mi-temps. Et il calque un peu sur les Pays-Bas aussi. Vu le profil des Pays-Bas, etc., et leur manière de jouer, je m'étais dit pourquoi pas un truc miroir, vu que ça avait pas mal fonctionné. Je m'étais posé la question, est-ce qu'il va être capable d'aligner ça dès le début? Et du coup, il va aligner ça dès le début. Ok. J'ai dit Lautaro, ouais, Lisandro, les gars, vous m'avez compris en défense. Lisandro, Lautaro, ils sont dans la même équipe, c'est bon. Bruce, j'aime bien te garder pour la fin quand on parle de l'Argentine. Du coup, je balance la parole à Kanto. D'ailleurs, Kanto, voilà, on peut s'appuyer sur la compo argentine pour analyser un petit peu ce match. Ce match qui d'ailleurs a lieu dans un peu plus de 20 minutes. Toi, pareil, Kanto, quel rapport de force est-ce que tu vois dans cette rencontre-là? Quelle va être la bataille tactique? Quelles sont les zones dans lesquelles ça va le plus se taper pour toi? Je vois une purge, donc tu vois une purge aussi, toi? J'ai bu les paroles de Zach, du coup, comme j'en ai parlé déjà précédemment. L'Argentine en termes de fond de jeu, c'est pas incroyable, bien que ça progresse au fil des matchs. Mais comme j'ai dit et comme on en a déjà parlé en Coupe du Monde, le tout c'est d'avoir quand même une certaine assise défensive, et c'est une chose que fait très bien l'Argentine, puisqu'il concède quand même très très peu d'occasions depuis le début du mondial, si on met de côté ces 5-10 mauvaises minutes face à l'Arabie Saoudite. De l'autre côté, il y a une équipe des Pays-Bas qui, à mon sens, est très très faible, et je réitère encore mes propos, et je sais qu'on m'a un peu demandé pourquoi j'avais la haine comme ça contre les Pays-Bas. J'ai aucune haine contre les Pays-Bas, c'est simplement que je les trouve très très faibles, et que beaucoup de gens se sont satisfaits du fait que les Pays-Bas avaient exploité 3 fois les contres sur des côtés où il y a Anthony Robinson qui n'existait pas, et de l'autre côté on avait Sardino Dest qui se prenait pour un mélange de CR7 Prime et de Quaresma dès qu'il avait un ballon. Il est en mission sur ce qui faisait que forcément il y avait un peu des boulevards sur les côtés, et ce qui a fait que Dumfries et Blind, on a retrouvé Cafu et Roberto Carlos dans leurs plus grandes heures, quand même. Daley Blind qui est un défenseur latéral, qui est presque un défenseur central, se retrouve à poser sa tente quechua dans la surface de réparation adverse. C'est vraiment qu'il y a des gueux en face. Donc voilà pour les Pays-Bas. Non, sincèrement, sans vouloir tailler gratuitement, cette équipe des Pays-Bas, moi, m'impressionne, mais pas du tout. Je vois un match qui va être une purge ce soir, parce qu'en termes de fond de jeu, je pense pas que les Argentins vont se faire piéger en contre. Je pense pas qu'ils vont être suffisamment naïfs pour se faire piéger de la sorte, et que les Pays-Bas, je ne les vois pas capables d'amener de réels dangers en construisant. Alors forcément qu'il y aura quelques occasions, mais au global il n'y en aura pas 300, et en face on a vu que malgré tout il y avait quand même des limites dans la défense hollandaise, bien que Dumfries fasse un match dingue, bien que Blind fasse un match dingue, et que surtout les 3 derrière, Nathan Ake, il y a Jurrien Timber et il y a Virgil, mais surtout Ake et Virgil m'ont impressionné. Timber a été peut-être un peu plus discret, en tout cas moi de mon ressenti. On a vu qu'avec pas grand chose finalement, les États-Unis ont été capables de mettre le danger, avec un Weah en face côté droit qui n'a pas été ultra présent, avec Pulisic qui a une action d'entrée de jeu, et surtout avec un Jesus Ferreira qui n'a pas pu exister jusqu'à l'entrée de l'immense, du gigantesquissime Wright, l'homme qui jouait en sabot tard le Sagittaire, parce que le poussé de balle. Ah ouais, le mec il marque un but, c'est même pas comment, et même moi physiquement je sais pas comment c'est possible de prendre un ballon derrière et de toper le ballon pour qu'il c'est un but d'anthologie, hein. Ah ouais, là je sais pas comment il a fait, le frérot, mais c'est du génie. Bref, tout ça pour dire que Timberlands. Ah ouais, c'est incroyable. Tout ça pour dire que l'Argentine est solide derrière, les Pays-Bas ne m'impressionnent pas. Je pense qu'on va avoir un match assez terne, mais que l'Argentine va arriver à trouver la faille face aux Pays-Bas, et c'est ce qui leur fera gagner le match. Très bien, c'est bien résumé, merci Kanto. Allez Bruce, on finit avec toi du coup, et on va te laisser t'exprimer. On va te laisser t'exprimer et nous dire ce que tu vois. Je sais que t'as pas trop envie de nous dire si t'as pas trop envie en fait de porter la poisse à l'Argentine. Mais non, c'est que donc parle-nous football sur ce match. Une tendance, normalement on voit une tendance sur les matchs. Ce match, c'est ce que je dis, je suis incapable de te dire qui a l'avantage ou pas. Mais t'es incapable depuis le début.
Mais non, mais les deux équipes n'ont pas été ultra impressionnantes depuis le début. Les Pays-Bas, on a beau dire que oui, c'était pas ultra impressionnant ce que tu veux, quand même, faut se méfier ce que tu sens. Même Ils si sont là, c'est ouais. même si c'est pas ultra criant, il y a quand même peut-être une petite montée en puissance et ils ont pris un peu plus confiance que leur début de mondial. Voilà, un peu comme l'Argentine au final. Tu as l'impression que les deux équipes, sans être impressionnants, il y a eu une petite montée en confiance et en puissance. Donc voilà, pour moi, ce qui est intéressant, ouais, c'est surtout le dispo de l'Argentine. Moi, je m'attendais peut-être à voir ça, vu la deuxième mi-temps contre l'Australie et vu comment jouent les Pays-Bas. Donc en fait, c'est là où on va voir une Argentine un peu différente aussi. Donc c'est ça qui m'intrigue. Maintenant, pour moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça va pas être le match le plus offensif, à moins qu'il y ait un but à un moment donné qui fasse partir en couille complètement le match. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais vraiment. s'il y a moyen que ça tienne un 0-0 à moins d'un exploit, et on sait qu'il y a des joueurs des deux côtés capables d'un exploit, et donc ce qui va faire la différence, ça sera les match-ups. Tu vois, il te faudra un mec qui te sorte un truc de ouf à un moment donné, qui te fasse un exploit pour moi, et c'est ça qui fera la différence. Ou alors cette petite part de réussite sur un péno ou un coup de pied arrêté. Moi aussi, je vois bien un délire comme ça, mais je pense pas que les deux équipes vont se livrer de malade mental. Ça va essayer de mettre un peu le pied sur le ballon, d'être patient et d'essayer d'exploiter peut-être une petite faille ou une erreur adverse. Mais sincèrement, pour moi, ce match, il est impronosticable. Et les Pays-Bas, je sais pas pour faire genre ou quoi, je m'en méfie. On l'a compris en cette Coupe du Monde. Et je l'avais dit d'ailleurs après les huitièmes que pour moi, à ce stade, il y avait quasi plus de favoris. Oui, il y a des petites tendances peut-être, mais on l'a vu là encore avec Croatie-Brésil. Tout le monde peut sortir tout le monde. Et pourtant, on voyait plus d'écart entre la Croatie et le Brésil. Et au final, c'est la Croatie qui passe. Donc ce match-là, pour moi, sincèrement, c'est impossible à lire. Non, mais sincèrement, je suis incapable de dire qui est meilleur, qui a l'avantage ou pas. Ça va jouer à des détails et terminer, quoi. Ça va jouer au mental et à des détails. Pour moi, ce stade de la compétition entre des équipes comme ça, de toute façon, ça se joue que là-dessus. Quand tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, je comprends totalement ce que veut dire Bruce, parce qu'il y a quoi, il y a 48 heures, quand on me parle de ce match-là, j'ai dit putain, mais en fait, j'étais du même avis que Bruce, j'étais incapable de donner mon avis entre les Pays-Bas et l'Argentine. Et en fait, j'ai commencé un peu à creuser par rapport à ce que j'avais vu de l'Argentine, des Pays-Bas, jusqu'à me faire finalement une analyse de bon, ben, il y a des qualités là, il y a des défauts là, il y a des qualités là, il y a des défauts là. Alors autant mon analyse est complètement fausse, en fait, l'équipe des Pays-Bas, je les sous-cote de ouf, et peut-être qu'ils vont être gigantesques face à l'Argentine. Mais bon, comme on dit, quand on donne son avis, il y a forcément des moments où on peut beaucoup me tromper sur ce match-là. Mais avec Bruce, moi, de base, quand on m'a évoqué ce match-là, ça m'évoquait absolument rien. J'étais incapable de dégager un favori. Je comprends. Bah, très bien, en tout cas, messieurs, rendez-vous dans 16 minutes et 50 secondes, très précisément, pour cette rencontre. Étant donné que ce match arrive à grands pas, je vous propose qu'on file, qu'on se dirige très rapidement sur le Pronogate, et on va regarder un petit peu ce qu'on a mis pour le match de demain, pour le France-Angleterre de demain. C'est parti, jingle. Avec bien sûr notre partenaire Winamax, bien entendu. Si vous n'avez pas 18 ans, interdiction de parier. C'est très important qu'on puisse vous le rappeler, parce que les paris sportifs, voilà, peuvent mener à des choses pas très sympas, de la dépression, des conflits familiaux, des dettes, en veux-tu, en voilà. Ça peut être très très difficile à gérer. Donc voilà, on vous conseille de jouer de manière raisonnée. Alors, le My Match, on vous l'a dit, c'est très simple. On choisit un match et dessus on peut faire une sélection de plusieurs éléments. Juste avant, on va regarder le classement de ce Pronogate. Pour le coup, Scipion est toujours devant, ça n'a pas bougé. Le FC Guest deuxième. Quant au troisième, Bruce César à égalité de points à 22 points. Et Zach et moi fermons la marche avec 19 points. Du coup, on se regarde ce My Match. Vous savez ce qu'on a fait, évidemment, pour que maintenant vous ne puissiez plus savoir qui a mis quoi dans le My Match. Eh ben, on a caché tout simplement, voilà, les pronostics de la team hors jeu. Donc on va se regarder ça juste après. Les matchs qu'on pronostique, c'est donc ce Pays-Bas-Argentine et ce Maroc-Portugal. On va regarder le récap de nos pronos pour voir s'il y a des gens qui ont tenté le diable. Peut-être une qualification du Maroc à voir pour quelqu'un. On va regarder ça. Et donc, Zach et Zal voient le Maroc se qualifier. Zach, on imagine que parce qu'il y a le cœur marocain qui est là, tu l'as mis... bien renseigné, toi. Non, mais vous êtes bien renseigné, vous. Hein. non, mais c'est quoi? T'y crois vraiment ou c'est plutôt un pari de cœur? Bien sûr que j'y crois, mais après, tu peux croire en quelque chose tout en pensant qu'il y a quand même l'autre qui est favori. Tu vois, c'est pas. Oui, pour moi, le Portugal est clairement favori.
Mais avec Oui. tout ce qu'a montré le Maroc et sa défense de fer, c'est difficile de dire non, j'y crois pas du tout. Alors une défense qui risque d'être un tout petit peu touchée par le fait que Aguerd risque d'être pas là, quand même. Aguerd qui fait quand même un tournoi de monstres. Mais faut voir. Après, le seul truc qui est dommage pour le Maroc, c'est que le Portugal ait trouvé sa recette secrète le match d'avant, quoi. Tu vois, genre le fait de sortir CR7 et de foutre Gonzalo Ramos, ce qui t'apporte un volume de course beaucoup plus élevé, ça peut te porter préjudice. Mais après, il y a le choix du cœur déjà. Même si j'aime beaucoup le Portugal, je pense que je l'ai déjà suffisamment répété. Mais franchement, c'est comme si même si c'était OL Barça, je t'aurais mis OL. Hein, donc, faut pas essayer de chercher. Très bien. Et vous êtes beaucoup à voir l'Argentine l'emporter. Scipion voit un nul dans ce match-là, donc certainement un match qui va se débrider dans les prolongues. Et moi, je vois les Pays-Bas. Voilà. De toute façon, je vous l'avais déjà expliqué. Je vous avais déjà expliqué pourquoi. Parce que je continue de penser qu'il ne faut pas sous-estimer les Pays-Bas et que peut-être on aura une nouvelle équipe encore qui va nous montrer un tout nouveau visage. On va bien voir ça. C'est très bientôt. Maintenant, les My Match. Du coup, le chat, préparez-vous. On va vous balancer le sondage dans le chat. Vous allez donc pouvoir choisir le My Match qui vous parle le plus. Je vais vous les présenter, comme ça personne ne va s'exprimer sur son My Match. Alors, il y en a un qui voit Phil Foden en buteur dans ce France-Angleterre. C'est donc le My Match qu'on a choisi. Donc, une cote à plus de 5,25. À 3,95, quelqu'un voit les deux équipes marquées et finalement un match nul, donc sur les 90 minutes. Un autre voit avec une cote à 3 plus de 1,5 buts et donc la France qui remporte ce match, donc qui remporte ce match, pas qui se qualifie bien sûr. Cote à 3, 3,40 avec buteur Kylian Mbappé et les deux équipes qui marquent. Et le dernier, cote à 6,75. Alors attendez, il faut que j'agrandisse parce que là je vois moins. Il voit la France, les deux équipes qui marquent et Kylian Mbappé buteur. Vous votez, donc c'est très très simple, hein, on vous a mis dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ils sont en galère, les chats, ils essayent de trouver qui est qui, hein. Et oui, ils essayent. Et oui, ils essayent. De fraude que vous êtes. Vous avez pas dans le même ordre que d'habitude. Hein. Choisi le 5e My Match. Et donc, le 5e My Match, tu vas m'aider, Loris. A priori qui a été placé 5e. Moi aussi, je pense que c'est Zalou. Vu la salade, il y a des chances que ce soit Zal. Hein. Vu la salade, je pense que ça va être Zal. Et c'est bien Zal que vous avez choisi. Voilà, comme ça va changer. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Comme ça nous évitera d'avoir toujours les mêmes têtes qui tombent et ça vous permettra de choisir avec un peu plus votre libre arbitre, bien entendu. Messieurs, on s'arrête ici, 19h48. On va tranquillement se préparer l'apéro là pour kiffer le match dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, Bruce. C'est pour toi, l'apéro. Hein. Enfin, l'apéro, tu mets ce que tu veux dedans, tu mets ce que tu veux. Bruce, merci à toi. Merci les gars. Merci Kanto. Merci, bye bye. Et merci à toi Zach. Les amis. À très vite, ciao. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain, rendez-vous 22h pour le débrief du match France-Angleterre. Ça va être une soirée de dingue. À demain, ciao. Ciao.